La plus grande machine financière de la planète traverse actuellement l'une de ses périodes les plus délicates. Les États-Unis affichent actuellement une dette publique dépassant les 36 000 milliards de dollars, un chiffre qui, bien qu'apparemment abstrait et impossible à mesurer, marque la stabilité économique mondiale. Cette montagne d'obligations n'est pas un chiffre anodin. Elle représente des décennies de décisions politiques, de promesses à moitié tenues et un système dont l'équilibre est de plus en plus fragile. Cette dette équivaut à plus de 123% du produit intérieur brut. En termes simples, le pays doit plus qu'il ne produit en une année entière. Imaginez un instant vivre une vie où chaque revenu que vous percevez est déjà engagé avant même de vous parvenir. Telle est la réalité de l'économie américaine. S'efforcer de rembourser des dettes qui ne cessent de croître, en espérant que le crédit sera encore disponible demain. Chaque dollar emprunté a financé des routes, des ponts, des écoles, des hôpitaux. Il a soutenu des programmes de sécurité sociale, des subventions alimentaires, la défense nationale et la recherche médicale qui a sauvé des millions de vies. Mais chaque dollar supplémentaire a aussi creusé une plaie. L'incapacité à concilier promesses et possibilités de paiement. C'est comme vivre avec des cartes de crédit, où les besoins immédiats sont couverts par des prêts, mais l'avenir est lié aux intérêts. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement l'ampleur de la dette, mais la dynamique qui la soutient. Une économie qui dépend d'emprunts constants pour couvrir ses dépenses courantes devient vulnérable à toute perturbation. Crise politique, baisse de confiance, retard dans l'approbation du plafond de la dette. Et lorsqu'il s'agit de la plus grande économie mondiale, ce tremblement de terre ne se limite pas à son territoire. Il se répercute sur les banques, les marchés et les familles du monde entier. Aujourd'hui, je vous invite à regarder au-delà des chiffres et à réfléchir à l'aspect humain des choses. Car ce que vit une nation entière n'est pas si différent de ce que vivent beaucoup de gens au quotidien. N'avez-vous jamais eu l'impression que vos dépenses s'accumulaient plus vite que vos revenus ? N'avez-vous jamais dû demander de l'aide, vous endetter ou reporter un paiement pour continuer à vivre ? Ce sentiment de fardeau est ce que ressent un pays comme les États-Unis à grande échelle. Je vous pose donc la question, comment avez-vous réussi à vous maintenir lorsque vous vous sentiez au bord du gouffre ? Quelles décisions, quels changements d'état d'esprit vous ont permis de tenir bon alors que tout semblait s'effondrer ? Dites-le moi dans les commentaires, car tout comme nous partageons des chiffres et des projections, nous devons aussi partager des histoires de résilience. En fin de compte, que ce soit dans nos vies personnelles ou dans l'économie mondiale, ce ne sont pas les chiffres qui nous soutiennent, mais la confiance qu'il existe toujours une issue possible. L'ampleur du problème. La dette des États-Unis n'est pas qu'un chiffre dans les rapports économiques. C'est une montagne qui s'agrandit de jour en jour et qui pèse de plus en plus sur l'économie mondiale. D'ici 2025, cette dette dépassera les 36 000 milliards de dollars. Un montant si colossal que, réparti entre tous les habitants de la planète, chacun devrait plus de 4 000 dollars sans jamais avoir signé de contrat ni contracté de prêt. Mais le plus alarmant n'est pas le chiffre en lui-même, mais la vitesse à laquelle il augmente. Le ratio dette-produit intérieur brut se situe entre 119 et 123%, selon le calcul utilisé. Cela signifie que la dette ne suit plus seulement la taille de l'économie américaine, mais la dépasse largement. Pendant la pandémie, elle a même atteint près de 130% dans certains secteurs, des niveaux observés uniquement pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce moment historique était justifié par l'effort de guerre mondiale, mais aujourd'hui, la dette ne s'explique pas par une cause unique et extraordinaire, mais par une accumulation de décisions politiques, budgétaires et sociales qui ont engagé le pays sur une voie dangereuse. Le véritable problème réside dans le fait que les intérêts de cette dette augmentent plus vite que l'économie elle-même. C'est comme une horloge qui ne s'arrête jamais, une horloge qui marque non pas les heures, mais la pression que chaque génération héritera de la précédente. En 2023, par exemple, le gouvernement a alloué plus de 800 milliards de dollars uniquement au paiement des intérêts. À titre de comparaison, ce chiffre est supérieur au budget total alloué aux anciens combattants, aux dépenses consacrées à la science et à la technologie, et même à ce qui est investi dans la NASA et l'Agence de protection de l'environnement réunis, multiplié par 10. Ce coût croissant transforme la dette en une sorte de boule de neige qui, en augmentant, entraîne avec elle la stabilité budgétaire du pays. Si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour contenir l'inflation, le service de la dette s'envole encore davantage, enfermant le gouvernement dans un cercle vicieux. Plus d'intérêt signifie plus d'endettement signifie plus de besoins d'augmentation ou de réduction, et chaque décision devient plus douloureuse et moins tenable.
Le véritable problème réside dans le fait que les intérêts de cette dette augmentent plus vite que l'économie elle-même. C'est comme une horloge qui ne s'arrête jamais, une horloge qui marque non pas les heures, mais la pression que chaque génération héritera de la précédente. En 2023, par exemple, le gouvernement a alloué plus de 800 milliards de dollars uniquement au paiement des intérêts. À titre de comparaison, ce chiffre est supérieur au budget total alloué aux anciens combattants, aux dépenses consacrées à la science et à la technologie, et même à ce qui est investi dans la NASA et l'Agence de protection de l'environnement réunis, multiplié par 10. Ce coût croissant transforme la dette en une sorte de boule de neige qui, en augmentant, entraîne avec elle la stabilité budgétaire du pays. Si la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt pour contenir l'inflation, le service de la dette s'envole encore davantage, enfermant le gouvernement dans un cercle vicieux. Plus d'intérêt signifie plus d'endettement signifie plus de besoins d'augmentation ou de réduction, et chaque décision devient plus douloureuse et moins tenable. L'ampleur du problème ne réside pas seulement dans les chiffres, mais dans ce qu'ils représentent pour la vie quotidienne. L'augmentation du coût de la dette signifie que les prêts hypothécaires, les prêts étudiants et le financement des petites entreprises deviennent plus coûteux, ce qui fait que les familles et les entrepreneurs supportent également le fardeau de la dette nationale. Ce qui semble être une question lointaine pour les bureaux de Washington et les membres du Congrès au Capitole finit par impacter la table de chaque foyer, l'avenir de chaque étudiant et les rêves de chaque entrepreneur. Et voici la réflexion la plus profonde. Une économie peut croître, se réinventer, voire se relever de crises graves. Mais la dette est comme une ombre qui ne disparaît jamais complètement. Tant que le revenu national ne couvrira même pas les intérêts, le pays restera prisonnier de cette tension constante entre ses dépenses et ses capacités de production. Et même si cela peut ressembler à un jeu politique entre partis, il s'agit en fin de compte d'un dilemme moral. Que laisserons-nous aux générations futures ? Un héritage de prospérité ou un fardeau qui limitera leur capacité à décider de leur propre avenir? Écrivez la phrase « Rien ne m'arrête, tout me fait avancer » dans les commentaires. Que ces mots vous accompagnent et vous rappellent que, même au cœur des plus grands problèmes, il y a toujours une issue. Dépenses obligatoires. Comment le budget est englouti? Le budget fédéral des États-Unis n'est pas une toile vierge que l'on peut redessiner chaque année au gré des législateurs. La majeure partie de son budget est déjà engagée, liée à des obligations incontournables. Les salaires des fonctionnaires, les retraites, les prestations sociales comme la sécurité sociale, les programmes de santé comme Medicare et Medicare, ainsi que la défense nationale, constituent l'épine dorsale des dépenses obligatoires. Ces engagements sont autant de promesses faites aux générations passées et présentes, et ne pas les tenir signifierait non seulement une crise économique, mais aussi un effondrement moral et politique. Si l'on examine les chiffres, plus des 2/3 des dépenses fédérales sont déjà allouées à ces postes obligatoires. Autrement dit, sur chaque dollar entrant au Trésor, environ 65 à 70 cents ont déjà une destination désignée avant même le début des discussions budgétaires. Ce qui reste disponible pour investir dans les infrastructures, la recherche scientifique, l'éducation, l'innovation technologique ou les programmes de développement ne représente qu'une fraction. Et pourtant, cette fraction est cruciale pour l'avenir du pays. Les routes, les ponts, les aéroports, les écoles et les laboratoires ne sont pas un luxe, ils constituent le fondement de la compétitivité d'une nation. C'est là que réside le paradoxe le plus flagrant. Réduire ses dépenses trop rapidement pour tenter d'équilibrer les comptes plonge l'économie dans la récession. Des coupes budgétaires brutales entraînent chômage, baisse de la consommation et affaiblissement du tissu social. Mais si ces engagements ne sont pas financés adéquatement, le pays risque l'effondrement budgétaire. C'est comme marcher sur une corde raide. Chaque pas doit être mesuré car un faux pas peut déséquilibrer tout le système. La situation se complique encore lorsqu'on se souvient des décennies de baisse d'impôts qui ont bénéficié aux grandes entreprises et aux élites les plus fortunées. Ces baisses ont considérablement réduit la capacité de l'État à collecter les impôts. On a prétendu qu'elles stimuleraient la croissance et l'investissement privé, mais en réalité, le niveau d'endettement ne s'est pas ajusté à ce nouveau scénario. C'est comme si une famille réduisait volontairement son salaire tout en maintenant le même niveau de dépenses. Tôt ou tard, le déficit devient insoutenable. Ce dilemme n'est pas seulement économique, il est aussi marqué par la polarisation politique. Certains prônent le maintien des programmes sociaux et une augmentation des impôts des plus riches, tandis que d'autres défendent des baisses plus importantes et s'opposent à toute atteinte aux privilèges fiscaux des entreprises.
Entre-temps, des millions de citoyens qui dépendent de ces programmes vivent dans l'incertitude quant à savoir si leur retraite ou leur assurance maladie leur parviendront encore l'année prochaine. Les dépenses obligatoires deviennent ainsi une métaphore de nos propres vies. Il y a des engagements incontournables, des responsabilités incontournables, car elles constituent le fondement même de la stabilité. Mais il y a aussi des décisions que nous devons prendre intelligemment pour ne pas hypothéquer notre avenir. C'est pourquoi je vous invite à écrire dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Que cette phrase vous rappelle que même au cœur des crises structurelles, certaines valeurs et certitudes demeurent intactes et nous poussent à aller de l'avant. Obligations du Trésor, la confiance comme actif. Les obligations du Trésor américain sont considérées comme l'actif le plus sûr de la planète. Non pas parce qu'elles sont adossées à l'or, ni parce qu'elles sont soutenues par des ressources tangibles, mais en raison de quelque chose de bien plus abstrait et en même temps plus puissant, la confiance. C'est la conviction universelle que les États-Unis, quelles que soient les circonstances, honoreront toujours leurs dettes. Cette confiance, construite depuis plus d'un siècle, a fait des obligations du Trésor l'épine dorsale du système financier international. Mais cette sécurité a un talon d'Achille. Elle repose sur une crédibilité indéfectible. Lorsque la confiance vacille, les conséquences sont immédiates et profondes. En 2011, après une confrontation politique qui a conduit Standard & Poor's à abaisser la note de crédit des États-Unis, les marchés ont réagi violemment. L'indice S&P 500 a chuté de 18% en quelques semaines seulement, faisant disparaître des milliers de milliards de dollars de richesses et affectant directement les comptes d'investissement, les fonds de pension et l'épargne de millions de citoyens. Ce fut une leçon douloureuse. Même la nation la plus puissante peut mettre sa réputation en péril en quelques semaines d'incertitude politique. Le risque de défaut, bien qu'apparemment faible, n'est pas une hypothèse abstraite. Des études récentes prévoient qu'un défaut de paiement de seulement 4 mois pourrait réduire le produit intérieur brut de 4%. Pour mesurer cet impact, il suffit de rappeler que lors de la crise financière de 2008, le PIB a chuté d'environ 4,3%, déclenchant la récession la plus grave depuis des générations. Un tel défaut ferait chuter les actions jusqu'à un tiers de leur valeur, détruirait des millions d'emplois et déstabiliserait les pays qui dépendent de la dette américaine comme ancrage de sécurité. La confiance dans les obligations du Trésor est comme l'électricité dans une ville, invisible mais vitale. Personne ne s'arrête pour y penser lorsqu'elle coule, mais lorsqu'elle disparaît, tout s'assèche. Les banques centrales, les fonds d'investissement, les assureurs et les gouvernements du monde entier dépendent de la continuité de ce flux. Si elle venait à se briser, l'effet domino serait mondial. Les devises perdraient de la valeur, les capitaux fuiraient en masse et les marchés s'effondreraient comme des pièces assemblées. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres ou de bilans, mais d'un réseau de confiance renouvelé chaque jour par des milliers de décisions. Chaque investisseur qui achète un bon du Trésor, chaque banque qui l'utilise comme garantie, chaque gouvernement étranger qui détient des réserves en dollars réaffirme cette confiance collective. Et, dans le même temps, chaque conflit politique qui remet en question l'engagement de payer l'érode. La stabilité de l'économie mondiale dépend littéralement de la solidité de cette confiance. Par conséquent, les bons du Trésor sont bien plus qu'un instrument financier. Ils sont le reflet de la réputation des États-Unis et une mesure de la force de leur parole. Une nation peut imprimer de la monnaie, elle peut accroître sa masse monétaire, mais elle ne peut pas créer la confiance à partir de rien. La confiance est un actif qu'aucune banque centrale n'imprime, c'est un capital invisible qui se construit au fil des générations et qui peut se perdre en quelques jours. Je vous invite à écrire dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Car, comme la confiance dans les marchés, la prospérité naît aussi de la confiance en soi et de la cohérence des décisions que nous prenons au quotidien. Le plafond de la dette, un obstacle auto-infligé. En janvier 2025, le plafond de la dette a été rétabli à 36 100 milliards de dollars, après avoir été suspendu pendant des mois. Ce montant devient une sorte de seuil légal, le point exact au-delà duquel le Trésor américain ne peut plus émettre de dette pour financer ses obligations. Or, il est intéressant de noter que cette limite ne représente pas un calcul économique précis ni une évaluation de la viabilité financière, mais plutôt une mesure politique décidée par le Congrès qui fonctionne davantage comme une monnaie d'échange qu'un véritable outil de discipline budgétaire. Lorsque le pays atteint ce plafond, le Trésor n'a d'autre choix que de recourir à ce qu'il appelle des mesures extraordinaires.
Ces mesures sont des ajustements comptables temporaires permettant de libérer des liquidités sans émettre de nouvelles dettes, comme le report de certains investissements ou la suspension temporaire du réinvestissement des fonds publics. Il s'agit de manœuvres d'urgence, d'oxygène artificiel qui permet de gagner du temps mais qui ne résout pas le problème sous-jacent. Selon les estimations, ces mesures dureront jusqu'en août ou septembre 2025, après quoi le pays serait confronté à un risque réel de défaut de paiement. Le paradoxe est que ce mécanisme a été créé en 1939 avec un objectif bien différent. À l'époque, il visait à donner au Trésor la flexibilité d'émettre de la dette sans autorisation constante du Congrès, tout en imposant une limite pour maintenir le contrôle budgétaire. Au fil du temps, cette limite a cessé d'être un frein responsable pour se transformer en piège politique. Chaque fois que la date d'épuisement approche, démocrates et républicains font du plafond de la dette un outil de chantage mutuel menaçant de pousser le pays au bord du gouffre pour obtenir des concessions législatives. Les conséquences de ce jeu de pouvoir sont profondes. Les marchés financiers tremblent, la confiance mondiale s'érode et les coûts de financement augmentent, même en l'absence de défaut de paiement réel. La simple rumeur d'un possible défaut de paiement des États-Unis suffit à faire grimper la volatilité à Wall Street et à faire vaciller le dollar face aux autres devises. C'est comme jouer avec le feu dans une pièce remplie d'essence. Même si l'étincelle finale ne s'allume jamais, le risque à lui seul suscite la peur et rend la stabilité plus coûteuse. L'histoire montre que, jusqu'à présent, le pays a toujours évité le défaut de paiement. Mais chaque année, la tension s'accroît et la corde se tend un peu plus. La question inévitable est: combien de temps un système où la stabilité économique mondiale dépend de conflits politiques internes peut-il perdurer? La dette des États-Unis n'est pas un problème intérieur, c'est le pilier sur lequel reposent les réserves internationales, les fonds de pension et le commerce mondial. Chaque fois que le plafond de la dette est évoqué, le monde entier devient l'otage de cette incertitude. Le plafond de la dette est, par essence, une limite auto-imposée, un obstacle qui répond non pas à la réalité économique, mais aux luttes idéologiques de Washington. Et la leçon la plus importante qu'il nous enseigne est peut-être que, tout comme un pays peut s'imposer des restrictions qui l'étouffent, les individus ont aussi tendance à se fixer des limites invisibles. Des limites qui n'existent pas dans la réalité, mais qui conditionnent nos décisions et nous font croire que nous ne pouvons pas les dépasser. Par conséquent, écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Puissent ces mots vous aider à abattre les murs qui n'existent pas en dehors de vous, mais qui pèsent autant qu'une dette impayable. Le moment du choix. Qui payer et quand? Imaginez que le gouvernement américain atteigne la limite de sa capacité d'emprunt et ne puisse plus émettre un seul dollar de bons du Trésor. À ce moment-là, la question n'est plus de savoir comment réduire le déficit à long terme, mais de trouver une solution bien plus urgente et déchirante. Qui sera payé en premier et qui restera en attente? Nous sommes à la croisée des chemins du moment du choix. Un scénario où l'administration doit choisir entre honorer les intérêts de sa dette, payer les salaires des fonctionnaires, verser les pensions de millions d'anciens combattants et de civils, ou transférer des ressources aux sous-traitants et à l'appareil de défense nationale. Chaque choix a de graves conséquences. Prioriser les intérêts de la dette pour préserver la confiance des marchés envoie un message de discipline financière, mais cela impacte directement ceux qui dépendent de leur salaire ou de leur pension pour survivre. Si les prestations sociales sont choisies, le système financier mondial interprète la dette comme une non-priorité, ce qui affaiblit la confiance dans les bons du Trésor et provoque une fuite des capitaux vers d'autres actifs. Il n'y a pas d'issue indolore. Les études sont concluantes. Une interruption de paiement, même de quelques jours seulement, aurait des effets dévastateurs. Le coût du crédit augmenterait immédiatement, le dollar se dévaluerait face aux autres devises et les marchés boursiers subiraient des chutes brutales. Il ne s'agirait pas d'une crise confinée aux États-Unis, mais d'un séisme ressenti aux quatre coins de la planète. Les banques centrales d'Asie, les fonds d'investissement européens et les gouvernements d'Amérique latine, qui dépendent de leurs réserves en dollars, seraient contraints de réagir en quelques heures. La gravité de ce scénario n'est pas seulement économique. Sur le plan social, retarder les paiements aux anciens combattants, aux retraités ou aux fonctionnaires engendrerait un sentiment d'abandon et d'injustice qui fragiliserait la cohésion interne du pays. La confiance dans les institutions s'effondrerait, et avec elle, la stabilité politique. Car derrière chaque chiffre se cache un visage humain, un médecin dans un hôpital public, un enseignant dans une école publique, un vétéran qui dépend de son chèque mensuel pour payer ses médicaments. Parallèlement, les entreprises du secteur de la défense qui soutiennent des milliers d'emplois indirects seraient menacées de faillite.
Cela affecterait non seulement l'économie locale de nombreuses communautés, mais aussi la capacité de réaction militaire du pays dans un monde qui exige de plus en plus de fermeté sur la scène internationale. Un retard de paiement n'est pas une simple formalité administrative, c'est un message au monde que les États-Unis pourraient faillir à leur devoir le plus fondamental, honorer leurs engagements. L'heure du choix révèle la vulnérabilité de la dépendance à un équilibre budgétaire artificiellement maintenu. C'est comme un funambule qui, marchant sur une corde raide, est contraint de décider quel poids lâcher pour éviter de tomber, sachant que, quel que soit son choix, quelqu'un en subira les conséquences. Et c'est peut-être là la leçon la plus dure. Dans la vie comme en finance, il vaut parfois mieux prendre des décisions douloureuses que de se paralyser en attendant. Alors écrivez dans les commentaires « J'ai confiance que tout fonctionne pour mon bien ». Car au milieu de l'incertitude, garder foi en un ordre supérieur est le seul moyen de continuer à avancer. La politique comme champ de bataille. À Washington, le débat ne tourne plus autour des chiffres, des formules ou des projections économiques. Aujourd'hui, le véritable terrain de dispute est celui du pouvoir. La politique budgétaire américaine est devenue un champ de bataille où les décisions ne visent pas toujours le bien commun, mais plutôt la victoire partisane. Le Congrès est profondément divisé, et les factions les plus radicales exploitent cette division pour exercer une forte pression. La tactique est claire, conditionner le relèvement du plafond de la dette à des coupes drastiques dans les programmes qui soutiennent la vie quotidienne de millions de citoyens. Certains dirigeants proposent même de supprimer ou de réduire drastiquement les programmes de santé et d'éducation, voire de refondre radicalement le système de retraite. La logique derrière ces exigences n'est pas toujours un calcul financier, mais plutôt une occasion d'imposer des concessions idéologiques. Autrement dit, la stabilité budgétaire du pays est utilisée comme monnaie d'échange dans un jeu politique aux enjeux considérables. Et ce jeu a des répercussions non seulement sur les citoyens américains, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale. Fitch, l'une des agences de notation les plus influentes, a averti à plusieurs reprises que cette paralysie politique constitue un risque réel. Le plus alarmant est que ce danger persiste même sous un gouvernement unifié. La méfiance entre les différentes branches du gouvernement et la pression exercée par des groupes internes suffisent à bloquer les accords et à compromettre la capacité de paiement de la première économie mondiale. C'est comme avoir un navire robuste mais dont les membres d'équipage rament dans des directions opposées, ignorant que la tempête ne fait pas de distinction entre les deux camps. Le département du Trésor, conscient des enjeux, a publiquement appelé à relever le plafond de la dette d'ici mi-2025. Si aucune mesure n'est prise avant cette date, le pays risque de se retrouver à court de liquidités pour honorer ses obligations les plus élémentaires. Il ne s'agit pas d'un scénario hypothétique ni d'une prudence excessive, c'est un avertissement direct, le temps est compté et les conséquences inévitables. Chaque jour de retard accroît la tension sur les marchés et sape la confiance dans la promesse des États-Unis. En réalité, plus que les divergences de vision économique, c'est la politique comme instrument de confrontation qui domine aujourd'hui. L'impasse budgétaire est devenue un outil de négociation radicale, une sorte d'otage que les partis utilisent pour soumettre l'autre. Mais cet otage n'est pas abstrait. Derrière chaque retard du Congrès se cachent des familles en attente de salaire, des employés qui dépendent de leur salaire et des marchés en quête de stabilité. Sur cet échiquier, les pions ne sont pas des personnes, ce sont des personnes réelles. La leçon la plus importante est peut-être que le véritable défi ne réside pas dans le nombre, mais dans la capacité à construire un consensus. Une nation peut posséder toutes les ressources du monde, mais si la politique devient une guerre permanente, ces ressources perdent de leur valeur face à la méfiance. Personnellement, nous sommes également confrontés à des luttes intestinales lorsque nous laissons la division et le conflit nous paralyser. Par conséquent, écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre dans l'équilibre et l'abondance ». Que cette phrase vous rappelle que la stabilité commence en soi, même lorsque l'environnement semble dominé par la dissonance politique. Global Waves. Quand les États-Unis respirent, le monde vibre. Le dollar n'est pas simplement la monnaie des États-Unis. C'est bien plus que cela. C'est la monnaie de réserve mondiale, la pierre angulaire sur laquelle repose une grande partie du système financier mondial. Aujourd'hui, plus de 60% des réserves internationales des banques centrales mondiales sont libellées en dollars. Cela signifie que chaque nation, des économies les plus solides d'Europe aux pays en développement d'Afrique et d'Amérique latine, compte sur la stabilité de cette monnaie comme réserve de valeur. L'influence du dollar s'étend au-delà des réserves. La plupart des contrats commerciaux internationaux, du pétrole au blé, sont réglés en dollars. Les échanges de matières premières, les prêts internationaux et même les accords multilatéraux dépendent de sa force.
C'est comme si le dollar était la langue financière universelle. Même si d'autres langues existent, la communication mondiale continue de se faire dans cette langue commune. Cependant, si les États-Unis devaient faire défaut sur leur dette, l'impact serait immédiat et dévastateur. Les marchés émergents seraient les premiers à en ressentir les effets. Il y aurait une fuite massive de capitaux vers des actifs considérés comme plus sûrs, ce qui renchérirait le coût du crédit pour ces pays. Les économies qui peinent déjà à financer leurs projets d'infrastructure, de santé ou d'éducation verraient leurs prêts devenir quasiment inabordables. En quelques jours, l'instabilité budgétaire de Washington se transformerait en chômage, inflation et crise sociale dans des régions reculées de la planète. Et à vrai dire, des signes de prudence apparaissent déjà. Certains pays diversifient leurs réserves vers d'autres devises, comme l'euro ou le yuan, voire vers l'or, cherchant à se protéger du risque américain. Bien que le dollar reste dominant, ces stratégies reflètent une défiance croissante. Elles rappellent que, même s'il semble éternel, le leadership financier d'une nation peut s'affaiblir si la confiance qui le soutient n'est pas entretenue. Ce phénomène s'apparente à l'effet papillon. Une mauvaise décision de Washington, apparemment circonscrite à un débat politique interne, peut déclencher des ouragans financiers en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Le monde est plus interconnecté que jamais, et les événements au sein d'un congrès divisé ont des répercussions sur les besoins fondamentaux d'une famille à Buenos Aires, le coût d'un prêt à Nairobi ou la stabilité de la bourse à Tokyo. La leçon est claire, nous vivons dans un écosystème économique mondial où les actions de certains impactent la vie de tous. Tout comme une forêt dépend de chaque arbre et un océan de chaque courant, nos économies sont étroitement liées dans un équilibre fragile. Alors, écrivez dans les commentaires « Je fais partie d'un monde d'équilibre et d'abondance ». Car reconnaître ce lien n'est pas seulement un acte de conscience financière, c'est aussi une façon d'assumer notre responsabilité de citoyens de la même planète. Le sort des dépenses militaires et sociales. Chaque année, les États-Unis consacrent plus de 850 milliards de dollars à leur budget de défense. Ce chiffre est supérieur au total combiné des 10 plus gros dépensiers militaires suivants, dont des puissances comme la Chine, la Russie, l'Inde et l'Arabie saoudite. Ce niveau d'investissement garantit non seulement leur suprématie militaire, mais soutient également une industrie colossale qui emploie des millions de personnes et alimente des contrats avec des entreprises privées, piliers de l'économie. Mais le contraste est à la fois évident et douloureux. Alors que les législateurs débattent de coupes dans les programmes alimentaires pour les familles vulnérables, les aides au logement ou le financement des hôpitaux publics, l'augmentation des dépenses militaires rencontre rarement la même résistance politique. C'est comme si la sécurité nationale se mesurait uniquement en termes de missiles et de porte-avions, oubliant qu'un pays est également fort lorsque sa population est en bonne santé, instruite et a de réelles opportunités de prospérer. Le dilemme est profond. Qu'est-ce qui est le plus stratégique pour l'avenir d'une nation? Un arsenal de plus en plus sophistiqué ou des citoyens mieux préparés, en bonne santé physique et mentale, capables d'innover et de rivaliser dans un monde globalisé? En en jugeant par les chiffres, force est de se demander si la dette publique n'a pas été davantage alimentée par les armes que par l'investissement dans le bien-être. Cette réflexion nous amène une question collective. À quoi accordons-nous de la valeur en tant que société? Il ne s'agit pas de nier l'importance de la défense. Un pays a besoin de sécurité face aux menaces extérieures. Cependant, le paradoxe est que le même Congrès qui exige des coupes dans l'éducation publique ou l'assurance maladie approuve volontiers des augmentations de dépenses militaires. Cette asymétrie révèle que la dette ne résulte pas d'un excès de bienfaisance, comme certains le prétendent, mais d'un mélange de priorités déséquilibrées et d'une logique politique qui protège certains intérêts au détriment d'autres. Si nous appliquons cette réflexion à notre vie personnelle, l'analogie est claire. Nous aussi décidons comment investir notre énergie, notre temps et nos ressources. Si nous nous concentrons entièrement sur la défense, sur la défensive, sur la protection contre la peur, mais peu sur le bien-être, nous finissons par être forts à l'extérieur, mais fragiles à l'intérieur. Une économie, comme une personne, a besoin d'un équilibre entre protection et croissance, entre abri et création. Par conséquent, écrivez dans les commentaires « Je suis dans l'abondance et mes priorités me mènent au succès ». Car au final, ce que nous choisissons de renforcer définit notre destin. Et tout comme les nations tracent leur voie en fonction de leur budget, chacun de nous construit son avenir en fonction de ses priorités. La confiance, une dette plus importante. Dans le monde financier, la confiance est l'actif le plus difficile à gagner et le plus facile à perdre.
Une nation peut faire défaut de paiement puis rattraper son retard, mais le souvenir de cette blessure reste présent dans les investisseurs, les marchés et la mémoire collective de ceux qui soutiennent le système. Les dommages psychologiques causés par un défaut ne disparaissent pas d'un simple chèque. Ils laissent des cicatrices qui influencent les décisions futures des banques, des fonds d'investissement et des gouvernements étrangers. Les analystes s'accordent à dire que même opérer dans la zone grise, c'est-à-dire lorsque le Trésor est contraint de manœuvrer en dehors des limites légales établies, constitue un risque majeur. Ce simple fait peut être interprété comme une crise constitutionnelle, où le système politique révèle des failles dans sa capacité à garantir la stabilité. Et dans un monde interconnecté, l'incertitude ne se limite pas aux frontières des États-Unis. Elle se propage, multiplie la volatilité et rend le crédit plus cher à l'échelle mondiale. Les agences de notation comme Moody's, Fitch et Standard & Poor's sont attentives à chaque mouvement politique. Une déclaration incendiaire, un vote raté, un retard dans l'obtention d'un consensus et l'alarme se déclenche immédiatement. Le marché n'attend pas l'effondrement, il anticipe, ajuste les prix et se réfugie vers des actifs perçus comme plus sûrs. L'enjeu n'est pas seulement le présent, mais le précédent. Si une rupture de confiance est tolérée aujourd'hui, qu'est-ce qui l'empêchera de se reproduire lors de la prochaine crise ? Tel est le véritable dilemme. Un défaut technique peut durer des jours, mais la méfiance peut perdurer des décennies. Il suffit de regarder l'expérience de pays qui, après un défaut de paiement, ont mis une génération entière à restaurer leur crédibilité internationale. En ce sens, la dette financière se mesure en dollars, mais la dette de confiance se mesure en temps, en réputation et en capacité à inspirer confiance à ceux qui observent de l'extérieur. Et si l'on applique cette réflexion à la vie quotidienne, on constate que le même phénomène se produit chez les individus. Une promesse non tenue, une parole non tenue, ne se corrige pas uniquement par des excuses. Cela exige de la cohérence, de la persévérance et des actions répétées qui rétablissent la sécurité. La confiance, tant sur les marchés que dans nos relations, est un capital que nous devons préserver rigoureusement, car lorsqu'elle s'érode, sa reconstruction exige un effort bien plus important que celui investi pour la créer. Par conséquent, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance en moi et en la vie », car toute confiance extérieure commence par une confiance intérieure. Si nous tenons nos engagements, si nous sommes fidèles à nos décisions, nous devenons un atout fiable que ni le temps ni les crises ne peuvent déprécier. L'avenir que nous décidons aujourd'hui. Pendant des décennies, la politique budgétaire américaine s'est réfugiée dans une habitude dangereuse, résoudre les crises de la dette par des accords de dernière minute. Ces accords, souvent conclus lors de sessions marathon du Congrès, ont permis d'éviter le défaut de paiement, mais au prix de renforcer une tendance à la procrastination nationale. Aujourd'hui, cette pratique ne suffit plus. La marge d'erreur a été réduite au minimum, car chaque année qui passe, la dette augmente plus vite que la capacité de croissance ou de collecte des recettes. En janvier 2025, le Congrès a approuvé une nouvelle augmentation du plafond de la dette, le faisant passer de 36 100 milliards de dollars à 41 100 milliards de dollars dans le cadre du One Big Beautiful Bill. Cette mesure, saluée à l'époque comme une solution temporaire, revient en pratique à repousser la ligne rouge, sans s'attaquer à la racine du problème. Selon les estimations de la Fondation Peterson et du Bipartisan Policy Center, à ce rythme, cette marge pourrait être épuisée en seulement 2 ou 3 ans, laissant le pays à nouveau au bord du gouffre. L'enjeu n'est pas seulement une question de comptabilité. Il en va du sort économique des générations futures. Si le fardeau de la dette continue de croître au rythme actuel, il compromet non seulement la capacité de l'État à investir dans les infrastructures, la santé ou l'éducation, mais restreint également sa marge de manœuvre en temps de crise. Une nation lourdement endettée est comme un navire surchargé. La moindre tempête, aussi petite soit-elle, peut la couler. C'est pourquoi les experts insistent sur le fait qu'un véritable changement ne viendra pas de mesures disparates, mais de profondes réformes structurelles. Un système fiscal plus équitable, où les grandes entreprises et les plus riches assument des cotisations proportionnelles à leurs bénéfices. Des dépenses sociales efficaces, capables d'éviter le gaspillage sans abandonner les plus démunis. Et une refonte en profondeur du système de retraite garantissant sa pérennité. Et, bien sûr, une redéfinition des priorités militaires par rapport aux priorités sociales, car chaque dollar investi dans l'armement est un dollar qui n'atteint ni les salles de classe, ni les hôpitaux, ni les logements. Le mécanisme même du plafond de la dette devrait être revu. Ce qui a débuté en 1939 comme un instrument de contrôle est devenu une arme politique qui menace la stabilité à intervalles réguliers. Le réformer ou le remplacer par un système plus réaliste constituerait un pas vers une gouvernance budgétaire mature et responsable.
Sinon, nous resterons prisonniers d'un cycle de choc qui érode la confiance tant interne qu'externe. L'avenir n'est pas une vague promesse qui se réalisera un jour. C'est une construction quotidienne. Et chaque année sans réforme structurelle est une année où la pression s'accentue, où la dette s'alourdit comme une ombre plus difficile à dissiper. La décision nous appartient, et chaque retard a un coût que quelqu'un devra tôt ou tard payer. Par conséquent, écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre dans la prospérité et la confiance ». Puissent ces mots ne pas être un souhait passif, mais une déclaration active de responsabilité. Tout comme un pays définit ses priorités à chaque budget, nous aussi façonnons notre destin à chaque choix quotidien. L'avenir ne s'attend pas, il se décide. Les États-Unis se trouvent à un tournant qui dépasse les chiffres. Il s'agit d'un test pour leur crédibilité, leur éthique financière, leur volonté collective de choisir entre ce qui est confortable et ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, le monde les observe. Non seulement pour leur puissance, mais aussi pour leur caractère. En cas d'échec, les conséquences ne seront pas seulement économiques, elles seront symboliques. Le soupçon que même la nation la plus puissante puisse céder à la paralysie politique. Mais il existe encore une issue, non pas par des artifices comptables, mais par le courage politique, non pas par des menaces, mais par le dialogue, non pas par la procrastination, mais par des réformes. Si ce message a trouvé un écho en vous, je vous invite à vous abonner et à cheminer ensemble vers une analyse plus approfondie. Car la dette n'est pas seulement un problème américain, c'est une leçon pour tous les systèmes. Sans responsabilité, même le plus grand empire devient fragile.